Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la guerre de 1870-1871. J'ai dit dans l'épisode 1 qu'il y aurait 3 vidéos, cependant je vais juste en rajouter une pour ne pas expédier le sujet, donc il y en aura 2 qui vont traiter sur la guerre en elle-même. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller le voir pour comprendre le pourquoi on est venu à se taper dessus. Je vous mets le lien dans la description. Et pour les autres, on va voir le début de cette guerre. Bonne vidéo. Nous sommes le 19 juillet 1870 et la France vient d'entrer en guerre contre la Prusse pour toutes les raisons évoquées dans l'épisode 1. Premièrement, on va déjà voir les forces en présence. Du côté français, Napoléon III n'est pas prêt à la guerre, contrairement à ce que le peuple pense. Il ne peut aligner au début de la guerre que 300 000 hommes, dont 265 000 dans l'armée du Rhin, nouvellement créée spécialement en vue de cette guerre. Côté prussien, ils sont dans la possibilité d'aligner 500 000 hommes dès le début de la guerre. Mais en plus de ça, ils ne sont pas seuls. Étant donné que c'est la France qui déclare la guerre à la Prusse, c'est elle l'attaquante, c'est elle qui déclenche les hostilités. C'est pourquoi elle passe pour la grande méchante et que du coup, plein d'états allemands vont aller aider la Prusse pour la défendre. L'effectif de la Prusse et des États allemands passe de 500 000 hommes à 800 000 hommes grâce au royaume de Bavière, du Grand-Duché de Bade, du royaume de Wurtemberg et du Grand-Duché de Hesse. La France est très clairement en infériorité numérique. Mais malheureusement pour elle, elle a d'autres faiblesses par rapport à ses ennemis. Un autre gros problème avec la France, ça va être son système de mobilisation et la conception même de son armée. La France n'a pas un système efficace de mobilisation d'hommes supplémentaires, contrairement aux États allemands qui eux prennent le modèle prusse. Les soldats prusses ont en plus de l'expérience grâce aux guerres contre le Danemark et l'Autriche. Le côté allemand dispose d'un vrai état-major chevronné avec des plans de bataille bien précis et dispose également d'une très bonne logistique. Côté français, un peu moins. L'état-major ne va pas fort, Napoléon III commande lui-même l'armée, mais il n'est pas comme Napoléon Ier. La logistique française est totalement improvisée et même mise de côté au début de la guerre. Les hommes sont bien plus nombreux côté allemand comme on l'a vu, les deux camps disposent d'artillerie, mais là aussi, la France a des lacunes. Ils disposent de canons avec une portée de 4 km tirant des obus fusants. Pour faire simple, ce sont des obus à laquelle il faut régler la distance auquel il est censé exploser. Ça se règle au niveau de la tête, donc en fait on met différentes distances, on règle ça, on met l'obus dans le canon et on le tire. Le problème avec ce système, c'est que s'il est mal réglé, on va le tirer, il risque de ricocher et d'aller exploser plus loin. L'artillerie allemande dispose de canons Krupp. Elle peut tirer jusqu'à 6 km et utilise des obus percutants, c'est-à-dire qu'ils vont exploser à l'impact. Ce qui est quand même beaucoup plus simple. On vise où on veut et on fait tout péter. En plus de ça, l'armée française a mis du temps à se servir de l'artillerie correctement. Ouais, ces grands malins, au début de la guerre, ce qu'ils voulaient faire, c'est utiliser l'artillerie contre l'artillerie. Alors, ça paraît pas complètement con en soi, hein. Seulement ils l'utilisaient que pour ça au début de la guerre. Or, un barrage d'artillerie sur de l'infanterie, ça fait très mal. Et c'est ce que les Prussiens et les États allemands faisaient. Et nous, on a mis beaucoup de temps à comprendre qu'on pouvait utiliser des gros canons contre des petits monsieur. C'est français, quoi. La flotte de guerre de la France était, elle, bien supérieure en nombre. Yes, mais elle n'était pas opérationnelle. Elle manquait cruellement de charbon et d'hommes pour manœuvrer les 470 navires de la flotte.
Au moment de la déclaration de guerre, un blocus était prévu sur les côtes allemandes. Mais l'idée tomba à l'eau, sans mauvais jeu de mots, à cause de deux facteurs majeurs. Les défenses côtières allemandes à longue portée et la géographie des côtes n'était pas correctement évaluée. Ouais, pas folichon comme marine française. Toutefois, un blocus de Wilhelmshaven fut décidé, mais en septembre, la mer devenant trop impraticable, la flotte dut se replier dans les ports de la Manche et ne les quitta plus de toute la guerre. On utilisa les marins comme soldats de terrain. En prenant en compte tous ces paramètres, on voit clairement que la France est très mal partie. Cependant, le moral est au beau fixe dans les deux armées. Malgré le désastre chaotique qui attend la France, les soldats français partent avec une motivation sans faille. La fièvre populaire se ressent très fortement au moment de partir en guerre, et tout le monde a hâte de casser de l'allemand. On ne se doute pas une seule seconde pouvoir perdre face à ces salboches, comme on les appelle. Côté allemand, le sentiment est exactement le même. C'est ce fanatisme extrême qui causera de lourdes conséquences après la guerre. Le chemin de fer est exploité parfaitement bien du côté allemand, ce qui fait que l'armée dispose d'une excellente mise en place et d'un très bon ravitaillement pour la suite des hostilités. En France, la logistique est bien plus nuancée. Les tout premiers coups de feu de la guerre ont été tirés le 25 juillet à Bouzonville. Le 28 juillet, Napoléon III arrive à Metz pour prendre la tête des armées. Le 3 août, Napoléon lança une offensive en territoire ennemi. Il attaqua Sarrebruck. Les troupes prussiennes se replièrent en bon ordre et laissèrent la ville aux Français pour mieux se regrouper avec les différents corps d'armée en route. Les pertes sont minimes car il n'y a pas vraiment eu de combat, mais ils sont déjà jugées trop importantes car la prise de Sarrebruck ne procure aucune information sur les troupes prussiennes dans le secteur. De plus, les Français campent sur leur position sans poursuivre l'offensive. Le 4 août, les forces allemandes attaquent Wissembourg et ses alentours avec seulement 60 000 hommes. Mais de grosses lacunes en éclairage de l'armée française et des généraux français qui prennent des initiatives sans aucune information fiable, ce cafouillage entre les généraux fait passer l'effectif au contact de 265 000 hommes à 8 000 hommes. Les forces allemandes gagnent et repoussent les Français sur Freuchwiller. Les Français laissent derrière eux 2300 hommes tués contre 1551 du côté des États allemands. Le 6 août, les Allemands font pression lors de la bataille de Freuchwiller. L'armée prussienne ayant eu des renforts et disposant de 88 000 hommes battent les Français qui en disposaient de 50 000. Côté français, on compte 11 000 morts ou blessés et 9 000 prisonniers. Côté allemand, on compte 10 000 morts, blessés ou disparus. Cette bataille est notamment très connue pour une grande charge de cavalerie. Un régiment de cavalerie, le 9e régiment de cuirassiers, fut sacrifié pour permettre une retraite des troupes françaises. Les courageux cavaliers chargèrent les Allemands bien supérieurs en nombre au milieu des vignes et des houblonnières, terrain complètement défavorable à une charge de cavalerie. Les forces allemandes, elles, sont restées en formation et ont décimé le régiment. Seuls 17 cavaliers ont survécu à cette charge héroïque. Le même jour, les Allemands reprennent Sarrebruck et poursuivent les Français à Forbach, juste au sud de la ville, en territoire français. Le général Frossard a quitté Sarrebruck en ne détruisant ni les ponts, ni la voie ferrée, ni le télégramme, ce qui donnera un net avantage aux troupes allemandes. Lors de la bataille de Forbach, les Allemands alignèrent 45 000 hommes et 108 canons contre 29 980 hommes et 90 canons côté français. Le général Frossard demanda des renforts au maréchal Bazaine, mais celui-ci ne lui en fournit pas, les deux hommes ayant un souci de jalousie entre eux. Malgré une très belle résistance française à cette bataille, le général Frossard décida de faire replier les troupes, car il avait peur de manquer d'hommes et de se retrouver encerclé. Cette retraite prématurée permet aux Allemands d'établir une tête de pont très importante en France et de faire pression sur les troupes fuyant Freuchwiller. Les Prussiens perdirent 4491 hommes tués ou blessés et 372 disparus. Les Français perdirent quant à eux 1982 morts ou blessés et 1096 disparus. Le 8 août commença le siège de Bitch qui se retrouva très vite encerclé et totalement isolé. Les forces allemandes y ont 20 000 hommes contre seulement 3 000. Mais les Français vont faire preuve d'un héroïsme et d'une défense sans faille. La cité fortifiée tiendra bon malgré un bombardement intensif. Le 10 août, l'armée prussienne s'enfonça et commença le siège de Phalsbourg. Au nord, une multitude de batailles a lieu, ayant des fois des victoires allemandes et des fois des victoires françaises. Mais aucune de ces batailles n'est décisive. Pour diverses raisons, le maréchal MacMahon prend le relais du général Frossard.
Le 16 août débuta le siège de Strasbourg. 17 000 Français faisaient face à 40 000 hommes. L'armée de MacMahon finit par se replier sur Châlons. Celle du maréchal Bazaine continuait les combats dans le secteur nord. Cherchant à se replier sur Verdun, les troupes françaises perdirent une importante bataille près de Metz. Les Français, avec 112 800 hommes et 520 canons, ont été repoussés par 188 332 hommes et 732 canons. Les pertes françaises s'élevaient à 12 275 tués ou blessés, contre 20 160 côté prussien. Mais il s'agit d'une erreur de Bazaine, car il disposait de forces supplémentaires à Metz, mais ne jugeant pas utile de les déployer, son erreur de jugement lui coûtera le fait de se retrouver coincé à Metz, et qui se retrouvera totalement encerclé par l'armée prussienne le 20 août. Les voies ferrées et le télégramme sont détruits, et l'armée du Rhin se retrouve piégée et isolée. Le 25 août, le maréchal MacMahon et Napoléon III cherchent à venir en aide au maréchal Bazaine, mais les Prussiens ne les laissent pas passer et les repoussent vers le nord. MacMahon veut contourner l'armée prussienne par le nord et rejoindre Metz, mais son flanc droit est attaqué et est contraint de rejoindre Sedan. Son armée de 120 000 hommes et ses 560 canons sont poursuivis par l'armée de Bismarck et du roi de Prusse, qui eux en comptent pas moins de 240 000 hommes et 700 canons. Les Français arrivèrent sur Sedan, et personne n'imagine que cette bataille scellera l'avenir du Second Empire français. Une bataille de héros, une bataille décisive.